Bonjour à tous, bienvenue sur Femain, le podcast de la communauté Do It Yourself qui part à la rencontre des entrepreneuses créatives. Je suis Mélanie, la créatrice de ce podcast, et je suis vraiment très contente de vous accueillir dans ce nouvel épisode. Depuis 1 an, oui déjà, j'ai reçu des aquarellistes, des illustratrices, des créatrices qui travaillent le papier, le tissu ou le fil, ou qui créent des Do It Yourself. À chaque fois, c'est passionnant et très inspirant d'entendre ces artistes nous parler de leur passion dont elles ont fait leur métier. De temps en temps, sur mon compte Instagram, Podcast Femain, je vous demande qui vous aimeriez entendre. Et à de nombreuses reprises, vous m'avez parlé du travail d'une jeune illustratrice, Cécile, qui a le compte Coucou Illustration. Alors aujourd'hui, c'est avec Cécile qu'on va parler dessin et aquarelle. Cécile dessine depuis son plus jeune âge. C'était son rêve d'en faire son métier. Mais elle pensait vraiment que c'était inatteignable. Et c'est désormais son activité à plein temps depuis 3 ans. Elle s'est créé un univers très doux avec des petits animaux et des personnages tout mignons qu'elle peint sur différents supports, notamment pour de la littérature jeunesse. Sa palette de couleurs et son style sont reconnaissables entre tous. Avec Cécile, on a parlé Instagram et comment elle gère entre guillemets sa grande communauté. Elle a évoqué les artistes qui l'inspirent et la manière dont elle collabore avec ses clients pour mener à bien ses projets. Comme Cécile a une grande communauté anglophone sur Instagram, on s'est lancé un petit défi. Enregistrer une partie de l'interview en anglais après la partie française. Donc nous vous invitons chaleureusement à écouter la suite de l'épisode en anglais. Ça devrait vous plaire. Et rassurez-vous, notre anglais est très compréhensible, je trouve. Au pire, vous pourrez vous moquer un peu de mon anglais, alors gentiment bien sûr. Moi j'adore la langue anglaise, j'ai d'ailleurs appris l'anglais avec les Beatles. Je lis beaucoup de romans en anglais, mais je le parle très peu. Alors j'ai vécu en Irlande 6 mois, mais c'était il y a très très longtemps maintenant. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Cécile, je suis très contente que tu aies accepté mon invitation. Bienvenue sur Podcast Femain. Bonjour, moi aussi je suis très contente de pouvoir participer au podcast et ça me fait plaisir, donc merci pour l'invitation. Alors Cécile, tu es à Florence, en Italie. Oui, j'habite à Florence depuis septembre de l'année dernière, depuis 1 an. Ah d'accord, oui, j'allais dire c'est frais, bon, c'est encore, ça fait quand même un petit moment. Et alors, est-ce que tu peux présenter en quelques mots ton activité, s'il te plaît? Oui, alors je suis illustratrice. Je fais à la fois des albums jeunesse, mais je fais aussi des illustrations, par exemple pour des clients plus ponctuels pour leur site internet. J'ai fait quelques motifs pour une marque qui s'appelle Figo. Enfin voilà, je fais des choses, des illustrations qui sont imprimées sur différents supports. Ouais, d'accord, super. Et alors, comment tu as commencé tout ça? Parce qu'en plus, j'ai l'impression que tu es toute jeune. Je me trompe ou pas? J'ai 25 ans, Ah oui, bientôt c'est 26. donc mon impression était bonne. Parce que moi, je connais ton compte et pour tout te dire, je pense t'avoir découvert grâce aux auditrices du podcast qui souvent parlaient de ton compte en disant qu'ils aimeraient bien t'entendre. Et donc, c'est comme ça que c'est comme ça que j'ai découvert ton travail. Et par contre, Instagram me montre pas souvent ton contenu, je dois dire. Oui. Donc bon, visiblement, ça veut dire aussi que j'interagis pas suffisamment. Donc Oui, avec c'est vrai, les méandres, les rouages d'Instagram, parfois un peu difficiles à comprendre, mais exactement. Mais donc effectivement, c'est le sentiment que j'avais eu en lisant un petit peu en étant attentive à tes posts Instagram. Donc voilà, j'avais bien vu que tu habitais en Italie. Donc nous, tu sais, quand on est en France, ça fait toujours très exotique, n'importe oui. quel endroit de France, tu vois. Donc voilà. Et puis en plus, moi j'ai eu l'occasion, ça fait 12 ans d'aller en Italie, dans la Toscane et visiter Florence et tout ça. Donc voilà, ça me rappelle des souvenirs, donc c'est très sympa. Oui, c'est beau en plus la Toscane, c'est vraiment beau. Ouais. Ouais. Donc du coup, voilà, tu es toute jeune. Est-ce que ça veut dire que tu as tout de suite, tu as toujours été illustratrice, hein? C'était quoi ton parcours pour arriver à faire Euh, ce métier?
Alors en fait, enfin, le début de la réponse est un peu typique, je pense, parce que c'est depuis que je suis toute petite, j'aime beaucoup dessiner, comme beaucoup, enfin pas tous, mais beaucoup d'illustrateurs et de Ouais. graphistes. Et en fait, c'était un peu un rêve de devenir illustratrice, mais ça m'avait l'air un peu fou. J'avais pas l'impression que ça arriverait un jour. Et j'aurais bien voulu faire une école d'art, mais en fait, une fois arrivée au bac, j'ai eu un peu peur de me lancer là-dedans parce que je me disais, personne m'a mis de barrière extérieure. Mes parents m'ont jamais rien dit, ils m'ont toujours soutenue, mais moi-même, je me suis dit bon, peut-être que ça va être dur de trouver un travail. Enfin voilà, j'avais un peu peur après le lycée de faire ça. Donc j'ai fait une licence en lettres modernes Oui, et donc rien à voir. voilà. Et en fait, après la licence, j'ai commencé un master dans les métiers du livre et de l'édition. D'accord. Et sauf qu'en fait, au bout de 2, 3 semaines, enfin, je me suis vite rendu compte que c'était pas trop ce côté-là des livres qui m'intéressait spécialement. Ah C'était ouais. plutôt l'autre côté Ouais. en tant qu'illustratrice. Et du coup, j'ai arrêté mon master et j'ai eu de la chance parce que en même temps il y a une dame que je connaissais euh, par mes parents en fait, qui travaillait dans une artothèque. Donc c'est un endroit où on peut, c'est comme une bibliothèque mais avec des œuvres d'art en fait. Donc les gens D'accord. empruntent des tableaux. Et elle m'a proposé juste à ce moment-là de faire un service civique en fait dans son artothèque. Et du coup, j'ai passé 10 mois, 10, 11 mois à travailler avec elle là-bas. Et il y avait des cours d'art pour les enfants, donc elle m'a fait faire quelques cours, même si j'avais pas vraiment d'expérience. Mais en fait, c'était tout un univers, toute une atmosphère qui m'a beaucoup encouragée à dessiner plus et à croire un peu plus que peut-être un jour je pourrais devenir illustratrice. Et du coup, donc ça c'était en 2016 que j'ai travaillé là-bas, et c'est vraiment l'année où j'ai commencé à vouloir développer le côté illustratif parce que je dessinais beaucoup, mais par exemple pendant mon adolescence, je faisais surtout des dessins un peu manga, voilà des Ouais. choses comme ça. Je pense qu'il y a pas mal d'adolescents peut-être qui font ça. Et du coup, c'est en 2016 que je me suis dit, bon, ben alors là, il va falloir que je m'entraîne vraiment à dessiner des choses que je dessine pas forcément et que je sais pas très bien dessiner, comme, je sais pas, des paysages. Bon, je dis ça, mais c'est pas encore mon fort, les paysages. Mais voilà, des objets, des petites scènes qui soient pas que des personnages manga comme je faisais avant. Et du coup, c'est là que j'ai commencé un peu à développer tout ça. Et en fait, c'est cette dame, donc qui s'appelle Pascal pour la nommer, qui travaillait donc à l'Artothèque, qui m'a encouragée à faire un compte Instagram. Et elle me disait, maintenant c'est assez à la mode. Enfin, beaucoup d'artistes et d'illustrateurs ont un compte Instagram, donc il faut vraiment que tu fasses ça. Je pense que ça va t'aider. Et du coup, au début, je savais pas trop parce que je me disais bon, j'ai pas beaucoup de choses intéressantes à poster. Et finalement, je me suis dit bon, elle doit avoir raison quand même. Ça coûte rien d'essayer, donc allons-y. Et puis, et puis voilà. Et puis après, en fait, je suis partie à la fin de l'été 2016. Je suis partie habiter à Édimbourg parce que mon copain étudiait là-bas, donc je suis partie avec lui. Et j'ai suivi un cours du soir à l'université d'art d'Édimbourg sur justement les albums jeunesse. Et le projet qu'on devait rendre, donc ça durait 3 mois, c'était 2 heures par semaine pendant 3 mois. Et le projet qu'on devait rendre à la fin de ce cours, c'était, on devait avoir un storyboard complet pour un livre d'enfant Ah et ouais. réaliser trois illustrations finales. Je sais pas comment appeler ça, trois doubles pages en fait, qu'on allait présenter donc à la prof de ce cours. Et donc en fait j'ai travaillé sur l'histoire d'un ours transparent. Ouais. C'est devenu après du coup un album, mon premier album qui a été publié par un éditeur français. Donc voilà. Alors attends, j'ai plein de questions du coup. D'accord. Donc ça, c'est finalement tes débuts vraiment qui étaient pas liés directement aux études que tu as suivies, quoi. Ouais, ouais, Voilà, c'est ça.
C'est génial. Et donc, ça fait depuis 2017 que tu as ton compte Insta. Non, un peu plus tôt. Alors, ça fait depuis D'accord. avril 2016 que je l'ai fait. Et après, c'est depuis. Et en fait, donc pendant tout ce temps, j'avais des petits boulots à côté. Même à Édimbourg, je travaillais chez Primark, D'accord. comme voilà, dans les rayons. Et en fait, c'est à la fin de 2017 que j'ai arrêté de travailler à côté et que j'ai commencé à vraiment faire de l'illustration toute la journée. D'accord. Voilà. Bon, bah, c'est chouette. Donc, ça fait déjà 3 ans. Oui, oui, oui. Ouais, c'est super. Et donc, aujourd'hui, c'est ton activité principale. Tu ne fais plus que ça. Oui, voilà, Ouais, oui, ouais. oui. D'accord. Ça a mis un petit moment quand même. Au début, j'habitais en fait chez mes parents. Je suis rentrée justement à la fin de l'été 2017 chez mes parents et du coup, bon, ben au début, voilà, comme toute activité qui se lance, c'était petit. Mais petit à petit, ça s'est un peu développé et maintenant j'arrive à en vivre. Donc voilà. Bah, c'est génial, hein. Donc, ah ouais, surtout toute jeune comme ça, c'est excellent, quoi. Bravo. Merci. Et alors, comment ça s'est fait l'édition, la publication de ton livre jeunesse, l'ours transparent? Donc en fait, donc le livre a été publié par une petite maison d'édition qui se situe à Lille, qui s'appelle Aubriard, et l'éditrice de cette maison d'édition m'a contactée au printemps 2017 en me disant, je pense qu'elle a vu mes dessins sur Facebook ou peut-être sur Instagram, enfin un des deux, et elle m'a Mhm. envoyé un message en me disant, ben j'aime bien votre travail, est-ce que vous auriez par hasard des projets de livres qui soit prêt. Et ça tombait très bien puisque justement j'avais cette ours. En fait, entre-temps, j'avais terminé, donc pour le cours, on devait rendre seulement 3 illustrations, mais moi après j'avais terminé le livre entier parce qu'en février 2017, Pascal, la dame qui travaillait donc à l'Artothèque où j'ai travaillé, m'a proposé de faire une exposition dans l'Artothèque et du coup j'en ai profité pour finir le livre pour pouvoir exposer les planches là-bas. Mhm. Donc, je lui ai envoyé le projet du livre terminé. Après, elle a voulu quelques petites modifications parce que voilà, de son regard d'éditrice, elle m'a dit bon, Ouais, ben, ouais. il faut quand même changer ci, ça. Et en fait, je me sentais pas vraiment de faire des modifications sur les illustrations existantes parce que j'ai commencé à le retravailler à l'été 2017, je crois, et j'avais tout terminé en février. Et entre-temps, bizarrement, j'avais l'impression que mon style avait déjà pas mal changé. Donc je me disais, bon, mais si je fais des D'accord. modifications dessus, ça va se voir, ça sera pas très naturel. Donc en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a tout repris à zéro et j'ai repeint toutes les planches. La première version était faite à la gouache et au crayon de couleur et la version finale, donc qui a été publiée, est faite à l'encre de Chine et à l'aquarelle. D'accord. Et aujourd'hui, c'est ta spécialité, c'est tes supports favoris, tes médiums favoris. Oui, Ouais. je travaille surtout à l'aquarelle. Bah, en fait, je travaille que à l'aquarelle, oui. C'est ce qui me semblait. Et dans des tons très très doux. T'es pas du tout dans des couleurs vives, etc. C'est vraiment une palette de couleurs très très douce. Oui, je suis plutôt attirée, enfin en tout cas pour mon propre travail, j'aime bien les couleurs assez pâles, oui. Après, dans le travail des autres, j'aime beaucoup les couleurs vives, mais je pense que moi, j'arrive pas à les utiliser forcément correctement, donc je préfère les teintes un peu plus pastel. Ouais, d'accord. Et donc, tu arrives aujourd'hui à encore peindre pour toi, uniquement pour tes projets perso, enfin juste pour le plaisir, ou tes Euh, journées sont quand même très désorientées sur la production, euh, entre guillemets, pour tes ben, projets pro? c'est une bonne question. En fait, ça dépend beaucoup des périodes. Il y a des projets parfois, ben justement, parfois des projets de livres, notamment qui prennent plusieurs mois. Et Hum. du coup, ben, j'ai tendance à travailler surtout sur ce projet-là pendant ces mois-ci, parce que ben voilà, ça prend beaucoup de temps de faire un livre, mais quand j'arrive au bout du projet qui a pris plusieurs mois, je sens quand même que ça m'a manqué beaucoup de peindre pour moi-même. Donc c'est une chose que j'aimerais bien justement essayer de faire plus, de prendre un peu de temps, même pendant les autres projets,
je sais pas, une après-midi par semaine, ce serait l'idéal pour voilà, juste peindre n'importe quoi. Euh, mais c'est vrai que c'est pas toujours facile. Après, dans les périodes plus calmes, en fait, c'est un peu contradictoire parce que pendant les périodes très chargées, ça me manque beaucoup de dessiner pour moi-même. Et après, pendant les périodes plus calmes, des fois, je deviens nerveuse. Je me dis, oh là là, mais j'ai plus rien à faire. Tout le monde va m'oublier. Peut-être que j'aurai plus jamais de contrat. Du coup, j'arrive pas à me concentrer pour dessiner des choses plus librement. Donc, c'est un peu, quand je peux pas, j'aimerais bien le faire. Et quand je peux, je le fais pas toujours. Donc, mais bon, j'essaye de m'améliorer petit à petit, de le faire un peu plus parce que je me rends compte quand même que ça a des effets positifs après même sur les projets que je travaille, sur lesquels je travaille avec les clients, quoi. Ouais, d'accord. Alors, je crois que c'était il y a quelques semaines, au moment où tu rentrais à Florence, parce que je crois que tu étais en vacances en France. Oui, cet je été. suis rentrée pour l'été, ouais. Voilà. Ça m'avait surprise parce qu'il me semble que tu avais posté sur Instagram en disant que tu étais presque un petit peu, tu appréhendais en fait de reprendre tes pinceaux, de dessiner, etc. Et que tu avais besoin de t'y remettre, quoi. Et Oui, alors que tu vois, de l'extérieur, on se dit, bah, tu peins tellement que tu dois de toute façon, enfin, tu vois, je me dis, mais elle peut pas être rouillée, quoi. Ouais, je sais pas comment exprimer, mais tu vois, ça me surprenait. Moi, je peins pas beaucoup, hein. Moi, c'est plutôt, je fais d'autres loisirs de mes mains, oui. mais et donc voilà, c'est toujours finalement assez rigolo. C'est pas le bon terme, mais tu vois, un petit peu surprenant comme ça de se dire, bah, même quand c'est ton métier, t'as besoin d'un petit moment pour t'y remettre, quoi. Oui. Ben, en fait, ça m'arrive quasiment toujours quand j'arrête de peindre pendant 2 semaines, un mois. J'ai toujours un peu peur de recommencer parce que, Ouais, en même temps, je pense que c'est aussi dû au fait que pendant toute la période où j'ai pas dessiné, où j'ai pas peint, ben j'ai plein d'idées qui m'ont traversé l'esprit. J'ai vu plein de choses qui ont pu m'inspirer. Et du coup, quand j'arrive et que je dois me remettre à peindre, je me dis, oh là là, mais qu'est-ce que j'aimerais poser toutes ces idées sur le papier, réussir à faire tout ce que j'ai imaginé pendant cette période sans dessiner. Et du coup, ça met un peu une pression parce que ouais, d'accord. ben, non seulement on n'a pas dessiné depuis quelque temps, donc il faut un peu se remettre dans le bain, on va dire, mais en plus, il y a toutes ces idées un peu au portillon qui se bagarrent et j'ai passé tellement de temps à les imaginer que du coup, la Ouais. barre est un peu haute pour pour commencer à les dessiner, quoi. Ouais, je comprends, mais tu vois, en t'entendant le verbaliser, je me suis dit, en fait, moi, c'est pareil, quand j'ai pas fait, moi, je fais des petites cartes d'anniversaire, de vœux, de trucs, Ouais. et je me dis, bah, tiens, c'est vrai que quand j'en ai pas fait depuis longtemps, oui, j'ai un peu du mal à m'y remettre. J'ai l'impression de pas avoir d'idée, quoi. Oui. De- Oui, Ouais. c'est vrai que ça, c'est un autre paradoxe. Parfois, en fait, il y a, enfin, je sais pas si ça t'arrive quand t'as pas peint pendant un moment, mais des fois, j'ai eu tellement d'idées que je sais plus par où commencer, Ouais. et du coup, j'ai l'impression de plus avoir d'idées. Enfin, je sais pas comment Oui, non, l'expliquer, mais mais je comprends. Ouais. Moi, j'ai beaucoup d'aquarellistes dans les auditrices, donc je pense que ça va bien leur parler. bon. Ça devrait faire écho certainement à leur vécu. Et tu arrives à partir et à ne pas dessiner, ne pas peindre pendant plusieurs semaines comme ça? Oui, je sais qu'en fait, enfin, je pense que ça dépend pas mal des illustrateurs, des dessinateurs, amateurs ou professionnels. Je sais qu'il y en a qui aiment beaucoup peindre tous les jours et qui arrivent justement à se détacher des jours un peu de travail où on peint pour le travail et des jours où on peint pour le loisir. Et pour moi, c'est comment dire ça? Parfois, quand je peins, même quand c'est pour moi-même, j'ai l'impression de rester dans l'atmosphère de travail. Je sais pas Ah comment ouais. dire. Alors parfois, pour me reposer vraiment et revenir calmement à mon bureau, j'ai besoin justement de quelques jours sans dessiner du tout. Par exemple, le week-end, je lis régulièrement des choses par des illustrateurs que je suis sur Instagram qui disent «Oh, je travaille ce week-end, j'arrive pas à rester tout le week-end sans dessiner, etc.» Et moi, justement, je peux pas du tout. Il faut que je passe le week-end. En général, je touche pas du tout de stylo ou de pinceau pendant 2 jours parce que sinon, le lundi, quand je reviens, je suis pas vraiment reposée et du coup, Ouais. j'arrive pas à me concentrer correctement. Enfin voilà, j'ai besoin d'un rythme assez traditionnel en fait
pour travailler correctement. Ouais, je comprends. Et pour autant, tu apprécies. Alors, t'as jamais travaillé. Enfin, si, parce que j'allais dire une bêtise. J'allais dire, t'as jamais travaillé dans un bureau avec des heures. Enfin, tu vois, quelque chose de très classique du lundi au vendredi de 9h à 17h. Mais quand tu travaillais à l'Artothèque, c'était certainement un peu ces horaires-là, quoi. Donc, c'est quelque chose d'assez rythmé. Et donc, en fait, tu continues ça. Oui. Ben, en fait, et puis, c'est pareil, il y a des gens qui sont plus créatifs, par exemple, la nuit ou en soirée, etc. Et moi, j'arrive pas du tout à faire ça. En fait, je sais pas si c'est quelque chose qui me reste depuis que j'étais élève ou étudiante. Ouais. En fait, déjà, à ce moment-là, j'étais toujours stressée. Par exemple, je me rappelle que aux vacances scolaires, je faisais tous mes devoirs le premier soir ou le premier jour pour après avoir l'esprit libre, en fait, pendant le reste des vacances, parce que sinon, je faisais que de penser à ça et je me disais, oh là là, j'ai tout ça à faire. Et du coup, maintenant, c'est un peu pareil. J'ai besoin d'avoir des choses assez organisées temporellement. Je sais pas comment dire, mais d'un point de vue de l'emploi du temps, moi-même, je suis obligée de rester assez stricte avec les horaires pour, je sais pas, ça me rassure et dans ma tête, du coup, ça m'aide à rester plus productive. Enfin, j'aime pas beaucoup ce mot, mais à rester plus, voilà, faire plus de choses, voilà, plus efficacement. Ouais. Ok, super. Et alors, est-ce que le week-end ou dans les périodes pro un peu plus calmes, est-ce que tu fais d'autres choses de tes mains? Est-ce que tu as des loisirs créatifs ou d'autres formes d'art qui t'animent? Ben, je fais un petit peu de broderie, vraiment pas beaucoup, mais j'ai commencé il y a 1 an ou 2. Du coup, j'aime bien faire ça parce que justement, ça reste quand même lié au dessin, mais en étant quelque chose de différent. Donc, justement, ça ne donne pas l'impression d'être du travail, surtout que la broderie, en l'occurrence, j'en fais pas du tout de manière professionnelle, donc c'est vraiment un loisir. Et après, j'aime bien aussi en fait filmer des choses un peu de la vie de tous les jours et du coup après je fais des vidéos ou voilà, j'aime bien éditer des vidéos personnelles que j'envoie à ma famille et tout ça pour leur montrer un peu la vie ici. Je sais pas vraiment si ça rentre dans le même esprit que le dessin et tout ça, mais voilà, c'est une chose un peu créative, on va dire. Donc voilà, c'est des choses que j'aime bien faire, qui me permettent justement de rester créative, mais en n'ayant pas l'impression de travailler du coup. Ouais, c'est ça. Ça reste une passion, des projets à côté de ton activité pro, quoi. Voilà. Ouais. Et du coup, en broderie, j'imagine que enfin, tu me diras si j'imagine bien. Moi, du coup, je t'imagine sur ton tambour à broder, dessiner toi-même ce que tu as envie de broder et puis après de le broder. Est-ce que tu fais comme ça? Ouais. Oui, tout à fait. Ouais. Donc, c'est tes propres créations oui. que tu vas broder. Oui, ben en fait ça fait un moment que j'en ai pas fait d'ailleurs, mais j'avais fait par exemple des petits animaux, enfin que c'est aussi un des sujets que je peins beaucoup à l'aquarelle, donc je les avais fait aussi en broderie et oui en fait c'est un peu comment dire, c'est un peu n'importe quoi entre guillemets parce que j'ai jamais vraiment appris la broderie. J'avais demandé à ma mère de me montrer parce qu'elle en fait un peu et en gros elle m'a dit bah, tu prends le fil, tu prends l'aiguille et tu fais comme tu dessines ce que tu veux sur le tissu. Bon bah c'était très sommaire comme explication, mais du coup c'est ce que j'ai fait et ça a marché donc. Moi je fais pareil. Alors je brode très très peu et puis c'est mes tout débuts, mais oui j'ai fait pareil. J'ai dessiné des petites choses sur du tissu et puis après je les ai. Oui c'est ça voilà. Je relie des points les uns avec les autres pour l'instant, mais bon. Voilà, puis on expérimente, on essaye, ça marche ou pas, et voilà, on apprend petit à petit. Exactement. Bon, il y a plein de choses aussi pour apprendre sur. Oui, sur YouTube, il y a plein de tutoriels, de choses comme ça pour apprendre des points spéciaux. Ouais, exactement. Bon, bah super. Aujourd'hui, comment tu trouves tous tes projets pro? C'est toujours finalement des contacts qui te viennent ou est-ce que tu as une phase dans ton travail où tu dois aller chercher tes clients, tes projets? En fait, j'ai de la chance, j'ai beaucoup de chance parce que depuis le début, j'ai encore jamais
Je pense que j'ai jamais démarché. Enfin, au moment où je dis ça, je me dis que si justement, en fait, je l'avais jamais fait jusqu'à l'hiver dernier, jusqu'à fin 2019. Et justement, fin 2019, j'ai fini un assez gros projet fin octobre, je crois. Et après, jusqu'en décembre, j'avais rien. Je recevais plus de mails justement qui me demandaient des collaborations, des choses comme ça avec des clients. Du coup, je commençais un peu à me désespérer et je me suis dit bon bah ça y est, le moment est venu de demander moi-même. Je l'avais encore jamais fait, mais je me suis dit bon, il faut prendre son courage à deux mains et le faire. Et du coup, j'ai écrit à quelques-uns à quelques personnes avec qui j'avais déjà travaillé. Et du coup, j'ai écrit à 3 personnes, je crois. Et il y en a 2 qui m'ont répondu et ça a donné lieu à des projets, donc c'était bien. Ah ouais, trop bien. En plus, des gens que tu connaissais déjà. Ouais, donc j'étais contente. C'est toujours plus facile quand c'est des gens avec qui on a déjà travaillé, forcément. C'est sûr, ouais. Donc voilà, c'était sympa. Mais sinon, de manière générale, j'ai la chance que les gens viennent plutôt d'eux-mêmes me contacter. Donc voilà. Bon. Génial. Alors, c'est pas tout à fait de la chance, c'est parce que tu montres ton travail et que ton travail plaît. Oui, c'est vrai, mais je pense qu'il y a aussi un facteur chance sur le fait que, je sais pas, il tombe dessus sur Instagram. Voilà, après, je sais pas exactement comment ça marche, mais il doit quand même y avoir une petite part de hasard et puis bon, une petite alors. Je te concède la petite part de chance. Ok, non, mais effectivement, peut-être des coups de pouce à un moment donné, mais moi, je crois que c'est quand même beaucoup de travail, ne serait-ce que pour alimenter ton compte Instagram. Ça prend du temps. Oui, c'est vrai que ça prend beaucoup de temps. Maintenant, je poste un peu moins d'illustrations que ce que je faisais au début. Au début, je me poussais vraiment. Je crois que j'ai posté quelque chose tous les 2 jours ou tous les 3 jours maximum. Et en fait, au bout d'un moment, je crois que c'était l'année dernière, au milieu de l'année dernière, justement à l'été 2019, en fait, j'ai eu une grosse période où j'aimais plus du tout mon travail, j'étais plus du tout contente de la manière dont je dessinais, etc. Et j'avais l'impression que ça me correspondait plus vraiment. En fait, j'avais l'impression justement de dessiner pour Instagram entre guillemets parce que je voyais les posts qui avaient le plus de j'aime, le plus de commentaires, etc. Et j'avais tendance un peu à reproduire les mêmes parce que je savais que ça allait marcher et que forcément ça fait toujours plaisir quand un post a de l'attention et tout ça. Bien sûr. Mais du coup, au bout d'un moment, c'est devenu assez frustrant en fait, parce que notamment, je dessinais pas mal de petits animaux un peu mignons, des animaux habillés en fait. Je faisais beaucoup de ça, et puis sinon des objets sur lesquels je rajoutais des visages et tout ça. Et j'avais l'impression que les gens sur Instagram aimaient pas mal ce genre de choses, donc je faisais ça sans trop me poser de questions. Et au bout d'un moment, j'ai eu l'impression que ça correspondait plus vraiment à ce que j'avais envie de faire, que c'était pas vraiment ça qui me plaisait. Mais en même temps, ça fait peur de changer parce que je me disais, mais peut-être que du coup, les gens qui suivent mon travail, ils le suivent parce qu'ils aiment ça. Donc si j'arrête de faire ça, ça leur plaira plus. Ils sont pas venus pour voir autre chose. Donc, mais en même temps, si je fais des choses sans y mettre de cœur, ça va se voir aussi parce que c'est moins. Enfin, je pense que quand on fait les choses avec moins d'entrain, ça se ressent quand même. Et du coup, j'ai eu une grosse période pendant, au moins 2 ou 3 mois où j'arrivais plus vraiment à peindre, j'avais plus du tout d'idée et en fait c'était une pression plus qu'un plaisir Instagram parce que je me disais il faut quand même continuer à poster parce que si je poste plus rien pendant 2 mois, je vais disparaître des radars, j'aurai plus de travail. En fait, le fait que mes clients me trouvent via Instagram, j'avais l'impression que voilà, si je postais plus sur Instagram, j'aurais plus du tout de travail, donc je pourrais plus vivre de l'illustration. Et du coup, ça tournait un peu dans ma tête, donc j'ai posté des choses vraiment pour poster. Je pense que ça se ressentait un peu parce que c'était pas forcément des dessins que j'aimais beaucoup, mais petit à petit. J'ai réussi quand même à changer un peu, à modifier un peu mon travail. Je fais moins d'animaux justement, enfin j'en fais encore des petits animaux habillés parce qu'il y a justement pas mal de gens qui m'écrivent parce que c'est ça qu'ils ont vu et c'est ça qu'ils voudraient commander. Donc forcément il faut aussi
faire la part des choses, faire d'un côté ce qu'on aime, mais aussi faire ce que le client recherche. Donc voilà, j'en fais quand même encore un peu, mais maintenant j'essaye de faire des choses aussi qui me plaisent plus. Ouais. Et par exemple, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est que à la fin de l'année dernière, j'ai commencé à m'intéresser aux motifs. Hein? En fait, il y a une entreprise canadienne qui s'appelle Figo qui m'a proposé de faire une collection de motifs avec eux et j'en avais jamais fait. Donc du coup, pour la première collection, j'ai peint en fait les éléments et après c'est eux qui se sont chargés de les transformer en motifs, etc. Et c'était super, ils ont fait des très beaux motifs. Mais moi de mon côté, je me suis dit oh quand même, ce serait bien que je puisse le faire moi-même cette partie-là parce que j'aimerais bien voilà ajuster les éléments aussi. Selon ce que j'ai en tête, etc. Et du coup, j'ai eu envie d'apprendre cette partie-là. Et donc, petit à petit, bon, je suis encore en train d'apprendre, encore dans le processus d'apprendre, parce qu'il y a vraiment plein de choses différentes, en fait, dans les motifs. Je me doutais pas du tout avant d'ouvrir la porte de ce monde, mais Ouais. il y a pas mal de choses à apprendre. Donc voilà, je me sentirais pas encore forcément très à l'aise de le faire pour un client, par exemple, parce que je sais que je peux encore faire des petites erreurs, etc. Mais mais ça aide beaucoup aussi, je trouve, justement, quand on n'a pas d'inspiration ou bien quand j'ai pas dessiné pendant un moment, justement, comme on en parlait, parce que pour un motif, on peut peindre plein d'éléments séparés et qui, peut-être, à première vue, n'ont pas forcément de lien les uns entre les autres, mais après, une fois ajusté en motif, ça peut être super joli. Donc, donc voilà, justement, je trouve que quand j'ai pas trop d'idées ou quand j'ai peur de peindre parce que ça fait longtemps, juste commencer à peindre des petits objets, des petites choses sur une page, c'est assez relaxant et ça permet de recommencer à peindre ou de trouver des idées sans avoir une pression de oh alors j'ai cette illustration finie avec le croquis parfait qui est là, maintenant il faut que je la mette en couleur, etc. Voilà, c'est un processus un peu différent et qui me plaît un peu plus en ce moment. Après, peut-être que ça changera de nouveau, mais... Ouais, après c'est normal aussi que ton style évolue, que tes envies créatives évoluent aussi, je pense. Oui, je pense, je sais plus où est-ce que j'avais lu ça la première fois, mais c'était, je pense, un illustrateur ou une illustratrice qui disait que justement le style, parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'illustrateurs et moi aussi quand j'ai commencé l'illustration, c'était un peu le but ultime de trouver son style, voilà. Bien sûr. Ouais, on entend beaucoup parler de ça. Et en fait, donc cette personne disait que le style, c'est rien de plus que sa personnalité qui s'affirme à travers le dessin. Donc, le plus on dessine, le plus la personnalité va ressortir dans les dessins. Et au-delà de ça, forcément, ce style, justement, va évoluer avec les années parce que nos goûts aussi changent, notre vision des choses change, etc. Donc, je pense qu'on peut pas vraiment l'éviter. Et que justement, c'est ça aussi qui est joli dans l'illustration, c'est que c'est toujours en train d'évoluer. C'est ça. Je pense que tu vois ce que tu as ressenti avec les animaux habillés, par exemple. Il y a un moment donné, c'est normal que ça arrive parce que t'étais peut-être arrivé au bout de quelque chose. Voilà. Oui, on fait un peu le tour d'un sujet au bout d'un moment. Donc, ouais, c'est normal. Et puis après, ça doit évoluer aussi en fonction de tes inspirations. J'imagine que là, en habitant en Italie, c'est forcément une atmosphère différente de si t'habitais à Lille. Et puis, si t'habitais en Thaïlande, forcément, j'imagine que aussi l'univers dans lequel tu baignes au quotidien a aussi un impact derrière sur ton travail. Oui, tout à fait. D'ailleurs, donc c'était l'été dernier que j'ai eu justement cette période un peu difficile où je savais plus trop quoi dessiner et je savais pas quelle direction donner à mon travail, on va dire. Et en arrivant à Florence en septembre, je l'ai pas remarqué tout de suite, mais maintenant quand je regarde en arrière, je vois que justement ça m'a beaucoup aidé de changer de décor parce que en plus, ça donne un peu l'impression d'un nouveau départ, entre guillemets, de changer un peu de décor. Donc voilà, c'est le moment où on peut expérimenter et trouver des nouvelles choses. Le changement de décor, même pas forcément lors d'un déménagement, mais même lors de vacances, ça peut aider justement à avoir une nouvelle perspective et puis à prendre la liberté d'essayer des nouvelles choses, on va dire. Ouais, c'est sûr.
Et alors là, de parler de changement de frontières, enfin de passage de frontières, tout ça, ça me fait penser aussi à ce qu'on vit en ce moment avec le Covid. Oui. Toi, t'as ressenti un impact sur tes projets par rapport à la crise qu'on est en train de vivre? En fait, j'ai eu vraiment beaucoup de chance parce que j'ai un très gros projet qui avait été signé début mars, je crois, ou fin février, donc c'était vraiment juste avant que ça commence. D'ailleurs, en Italie, le confinement avait commencé un peu plus tôt qu'en France. Exact. C'était Ouais. une semaine avant ou 2 semaines, je sais plus. Enfin voilà, c'était un peu décalé. Et du coup, c'était juste avant ça que j'ai pu le signer. Et j'avais vraiment peur au début du confinement justement que ça soit annulé parce que je voyais en plus justement plein de freelance, de gens indépendants sur Instagram, que ce soit des illustrateurs, des graphistes, des créateurs qui voyaient leurs projets annulés, etc. Donc je me disais oh là là, peut-être que celui-ci va être annulé aussi parce que c'était avec une maison d'édition américaine. Et en fait, j'ai plus de nouvelles après la signature du contrat pendant, je sais plus, 3 semaines, je crois. Donc pendant les 3 semaines, je me disais bon ça y est, c'est fichu, ça va être annulé. Tant pis. J'ai commencé à me faire à l'idée. Et finalement, la personne avec qui je travaillais m'a écrit et m'a dit oh ben non, c'est bon, on continue le projet. Donc j'ai eu beaucoup de chance parce que c'était un projet qui m'a permis de vivre pendant les mois du confinement justement. Et puis en plus, ça gardait aussi l'esprit occupé, comme je savais que j'avais du travail. Ça m'a pas mal aidé. Donc j'ai fait partie des chanceux pendant cette période. Ça a été le côté professionnel n'a pas trop été impacté quoi. Donc voilà, c'était bien. Enfin c'était bien. C'était le confinement mais Non, mais on a compris. Tu ne t'es pas réjoui de la situation, mais au moins le côté pro était géré, quoi. Enfin, voilà, c'est ça. Oui. Ok. C'est quoi tes sources d'inspiration, Cécile? Alors, justement, en écoutant les précédents épisodes du podcast, j'entendais cette question et je me disais, oh là là, mais il faut que je réfléchisse aux miennes pour quand elle va me poser la question. Et c'est pas, il y en a un peu partout, mais je dirais surtout la nature. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'ailleurs de créateurs qui parlent de la nature comme source d'inspiration. Mais c'est vrai, mais moi je trouve ça beau, quoi, parce que oui. en fait ça fait tellement partie de notre quotidien. Tu vois, je regarde par la fenêtre, bah forcément. Alors moi j'ai des montagnes parce que j'habite à Grenoble, Oh, mais super. les arbres, etc. Donc ça fait partie de notre quotidien, mais je trouve que c'est super chouette de se dire que c'est vraiment une source d'inspiration forte, quoi. Oui. D'ailleurs, l'année dernière, en fait, on a déménagé, on a changé d'appartement dans Florence au début du mois, voilà. Ouais. Et l'année dernière, on habitait vraiment au centre de Florence, au centre historique. Et c'est vrai que tout le monde nous disait, oh, mais c'est génial, on était tout près du Ponte Vecchio et tout ça. Donc, c'est vrai que c'était vraiment très, très beau. Mais d'un autre côté, comme c'est le vieux centre, il n'y avait pas d'arbres, il n'y avait pas beaucoup de végétation, justement pas beaucoup de nature. Et ça me manquait beaucoup, beaucoup. Et en fait, dans le nouvel appartement où on est maintenant, c'est super parce que on a un balcon et en fait, au loin, on peut voir les collines qui entourent la ville avec les petits villages au sommet et tout. Donc, c'est super de pouvoir voir les arbres, le ciel, les nuages, tout ça. C'est vraiment agréable. Et du coup, il y a aussi un endroit où on peut se promener qui est assez calme, où il y a aussi des arbres. Voilà, de la végétation. Et en fait, donc mon copain étudie ici et l'endroit où il étudie, c'est un peu en dehors de Florence. C'est un petit village qui s'appelle Fiesole. Et c'est super beau. J'y allais l'année dernière parce que je prenais des cours d'italien là-bas. Et il y a des champs d'oliviers, tout ça. Donc voilà, c'est super beau et c'est agréable aussi de quitter la ville qui est très très belle, mais du coup de la quitter un moment pour aller dans cet endroit plus calme avec tous ces arbres. En plus, les oliviers, je trouve ça vraiment beau. Donc c'est clair. Donc ouais, c'est donc du coup, je me suis un peu perdue dans les détours, mais oui, je dirais la nature. D'accord. Et est-ce qu'il y a des artistes, par exemple sur Instagram, que tu apprécies particulièrement Oui, alors en fait, il y a une illustratrice
que j'ai pas découvert sur Instagram. Pour le coup, je l'ai découvert dans une librairie. J'ai acheté un de ses livres parce qu'elle fait surtout des albums jeunesse. Elle s'appelle Isabelle Arsenault. Elle vient du Canada. Et en fait, c'est quand je suis arrivée à Édimbourg en 2016, donc c'est justement quand je commençais un peu l'illustration, tout ça, j'ai acheté quelques-uns de ses livres et c'était vraiment quand j'avais un moment un peu de mou, on va dire, où j'avais plus trop de motivation ou bien où j'avais plus trop d'inspiration, je regardais ses livres et ça me redonnait justement envie de travailler pour devenir illustratrice, parce que son travail est vraiment très beau. Je sais pas si tu connais. Non, je le connais pas encore, mais j'irai regarder après. En fait, c'est super beau. Elle a fait par exemple deux BD. Alors c'est pas elle qui a écrit le texte. J'ai oublié le nom de l'auteur du texte, mais il y en a un qui s'appelle Jane le renard et moi, et l'autre qui s'appelle Louis et les spectres. Et c'est vraiment très beau, et c'est des livres que j'aurais bien aimé avoir, je pense, quand j'étais adolescente, par exemple, parce que ça parle, Jane le renard et moi, ça parle, par exemple, du harcèlement à l'école, et Louis et les spectres, c'est aussi le personnage principal est aussi un adolescent, et c'est traité d'une façon très tout en douceur et en même temps, enfin, je trouve que même en n'étant plus adolescent, on peut s'identifier au personnage et c'est vraiment très beau. Elle a un style assez éthéré parce qu'elle utilise du crayon de papier, je pense, et elle fait beaucoup de, comment on dit, elle estompe beaucoup le crayon, elle joue beaucoup sur ces BD sont en noir et blanc, ces BD-là, avec certains passages en couleur, mais la majorité sont en noir et blanc. Et du coup, il y a plein d'effets super jolis. J'ai vu par exemple des vidéos où elle faisait justement les planches. Elle faisait un grand aplat noir et après elle dessinait des petites plantes avec une gomme. Donc il y a les plantes qui ressortent. Enfin, c'est vraiment super beau. Et donc voilà, je dirais Isabelle Arsenault, c'est elle qui m'a un peu donné le goût de vouloir devenir illustratrice, on va dire. Et après, maintenant, c'est vrai qu'avec Instagram, il y a vraiment plein d'artistes que je suis, dont j'aime beaucoup le travail. C'est pas facile de les nommer tous. Bien sûr. Surtout que je te le demande un peu à froid, mais... Par exemple, en illustration, j'aime beaucoup le travail de Kate Puxley. Je sais pas si je le prononce correctement parce que je pense qu'elle est anglaise ou américaine, enfin voilà. Mais elle travaille beaucoup à la gouache. Après, il y a aussi... j'étais toute contente parce que je crois qu'elle a créé son compte Instagram l'année dernière. Je la connaissais aussi d'abord par ses albums jeunesse. Et quand j'ai trouvé son premier livre, j'ai vite foncé sur Instagram et j'étais toute déçue parce qu'elle avait pas de compte. Mais l'année dernière, elle en a créé un. Donc j'étais super contente. Elle s'appelle Fanny Ducassé. Et elle travaille surtout, je pense, au stylo noir et au marqueur, au feutre à l'alcool. Et en fait, elle a plein de petits dessins, plein de motifs dans ses illustrations. On peut passer des heures à les regarder et on trouvera toujours des nouvelles choses. C'est vraiment beau. Ok. Et voilà, après, je pourrais encore continuer pendant 3 heures, mais... Bon, ça nous fait quelques comptes à aller découvrir. C'est parfait. Voilà. Et alors, d'où ça t'est venu ce nom Coucou Illustration? Ah oui, bonne question. On me la pose souvent. Alors en fait, c'est un peu bête comme histoire, on va dire. C'est que en 2016, donc quand j'ai fait mon compte Instagram, j'ai voulu faire en même temps un blog et je savais pas trop quel nom choisir au moment de rentrer le nom. Je me suis dit bon, je vais mettre un truc un peu au hasard. De toute façon, ça va pas durer longtemps. Je changerai plus tard. Personne va aller le voir. Je vais mettre Coucou Illustration parce qu'en fait, quand je vois des gens que je connais, j'utilise jamais le mot salut. Je dis toujours coucou à la place. Donc je sais pas, quand je cherchais un mot, c'est un peu ça qui m'est venu en premier. Je me suis dit bon, je vais mettre coucou, c'est rigolo. Et du coup, voilà, je me doutais pas que après ça, il y aurait finalement pas mal de monde qui verrait ce nom-là et que voilà. Et que ça resterait. Voilà. Et du coup, maintenant, ce qui est rigolo, c'est que donc il y a pas mal de gens anglophones qui me suivent sur Instagram et il y en a qui pensent que c'est mon prénom, donc ils me disent hello, coucou. Donc c'est rigolo. Ça marche. Alors effectivement, sur Instagram, tu as une grosse communauté. Tu vas atteindre bientôt les 100 000 abonnés. Oui, c'est vrai. Ça te fait quoi d'avoir... Est-ce que c'est un peu une pression, comme on disait un peu tout à l'heure? Ça fait beaucoup de monde, hein?
C'est vrai que ça fait beaucoup de monde, mais après, quand je me fie moins au nombre d'abonnés que aux interactions sur les publications, par exemple, Ouais. parce que effectivement, j'ai un nombre d'abonnés qui est assez élevé, mais après, les gens qui aiment mes publications ou qui laissent mes commentaires, des commentaires, pardon, euh, ben, c'est un peu toujours les mêmes personnes. Maintenant, il y en a que je connais, entre guillemets, parce que ben, Mm. voilà, je connais leur pseudo, je connais leurs photos, et du coup, ben, c'est un peu comme des, voilà, c'est des têtes connues parmi la foule. Donc, je peux reconnaître qu'il y en a qui sont toujours là. Et, euh, et du coup, j'avais lu des choses sur comment dire, le fonctionnement d'Instagram, et apparemment, les publications sont montrées d'abord à 10% des abonnés, et si ces Ouais. 10% interagissent assez, après c'est montré à plus, etc. Et en fait, moi j'ai jamais 10% des abonnés qui interagissent avec mes publications. En général, ça tourne autour de, je sais pas, 5%, je pense, Ouais. maximum. Donc du coup, je me fie plus à ce chiffre-là. Je me dis bon, oui, il y a pas mal de gens abonnés au compte, mais finalement les gens qui interagissent c'est un peu moins, donc c'est pas vraiment une pression parce que en plus effectivement il y en a pas mal que je reconnais maintenant, donc c'est plus c'est voilà justement c'est assez sympathique comme endroit parce que c'est on a un peu des conversations avec ces gens-là. Enfin voilà, c'est sympa, c'est assez chaleureux je trouve comme plateforme. Ouais, c'est clair. Et donc effectivement, tu commences toujours en anglais. Je sais plus, à vrai dire, si tu fais en français aussi. Tu fais que en anglais tes publics? Oui, en fait, j'ai commencé en Ouais. anglais, ben, je sais plus exactement pourquoi, mais après, comme du coup, en plus, j'ai déménagé à Édimbourg, c'était aussi, j'ai aussi fait en anglais. Et si, en fait, je pense que je sais pourquoi, parce que je regarde les vidéos d'une illustratrice qui s'appelle Franerd. Enfin, je le prononce à la française, c'est très moche. Mais, mais voilà, elle est assez connue dans le monde de l'illustration et surtout pour ses vidéos. Et en fait, il y avait une vidéo justement où elle expliquait, donc elle est chilienne, mais elle a habité très longtemps au Royaume-Uni et elle expliquait qu'au début, elle faisait toutes ces choses en espagnol. Et en fait, il y a beaucoup de gens avec qui elle interagissait quotidiennement qui lui disaient mais c'est super ce que tu fais, mais nous on aimerait comprendre. Et du coup, comme j'ai en plus déménagé à Édimbourg, etc., je sais pas, dans ma tête, je me suis dit bon, bah, puisque je suis dans un univers Anglo. Ouais, pour le anglophone. voilà, ouais, je vais faire en anglais. Et du coup, de fil en aiguille, en fait, maintenant, j'ai quasiment pas de clients français. Bah, c'est surtout les éditeurs. Pour l'instant, j'ai travaillé seulement avec des éditeurs français, mais après pour les autres projets, c'est plutôt des gens américains surtout. Après, il y en a d'autres nationalités, mais du coup, on parle aussi en anglais. Donc Mhm. maintenant, voilà, c'est plus facile pour moi d'écrire en anglais, comme je sais que mes potentiels clients parlent plutôt anglais. J'ai continué sur cette voie. Et c'est vrai que parfois, j'aimerais faire aussi en français parce que j'ai conscience que ça serait mieux et puis même moi ça me ferait plaisir, mais comme j'ai tendance à écrire beaucoup sur Instagram, si en plus il faut Oui. que je le traduise en français, ça va faire beaucoup de blabla dans tous les sens, donc mais bon, peut-être un jour je trouverai une solution, je sais pas. Oui, alors je sais, ouais, je sais pas si c'est une manière plus facile qu'une autre de faire, mais en tout cas, c'est vrai que nécessairement dans l'illustration, je trouve que c'est tout à fait logique d'être en anglais, quoi, parce que du coup, la portée de ton travail est beaucoup plus universelle, beaucoup plus ouverte finalement. Oui, oui, Donc, oui, c'est une chose aussi justement qui est super chouette de cette plateforme, je trouve, c'est qu'on peut parler et on peut échanger avec des gens de partout. Et ouais, justement, le fait que mes clients soient en majorité pas français, ben c'est aussi super intéressant parce que je découvre des autres manières de travailler, des autres fonctionnements, et du coup enfin c'est une chose que j'aime bien aussi, voilà. Et ouais. du coup, ben on m'a déjà fait la remarque que ce serait bien d'écrire en français et je le comprends et j'aimerais bien, mais bon, pour l'instant, ben, je donne la priorité à l'anglais pour des raisons plutôt pragmatiques, on va dire. Ouais, ouais. Et mais alors, c'est quoi comme, quelles sont les pratiques qui t'ont surprise ou disons qui sont différentes de celles que tu connaissais en Ben après, France? c'est surtout des choses sur le côté administratif, donc un peu D'accord, ennuyeux parfois, mais oui, toutes les questions d'accord. de droit d'auteur, etc., c'est très différent, par exemple, aux États-Unis.
Et puis après, même voilà, des organisations. Enfin, je pense que ça se fait aussi maintenant en France. Je sais pas, mais par exemple, je travaillais sur un projet donc avec une maison d'édition américaine pendant l'été là, et ils utilisent beaucoup les plateformes, justement genre Skype un peu, mais de manière professionnelle où ils ont des groupes professionnels, etc. Et on échangeait plutôt là-dessus que par mail. Je sais pas si ça se fait beaucoup en France, peut-être que ça se fait d'ailleurs, mais moi je sais qu'avec mes éditeurs français, c'est plutôt par mail en général, donc. Ouais. Et alors, Cécile, c'est quoi tes projets pour les prochains mois? Alors pour l'instant, j'ai un projet avec une marque qui s'appelle Bloom. C'est une marque américaine assez petite avec qui j'ai déjà travaillé l'année dernière. Donc c'est un projet qui va durer jusqu'en octobre, mi-octobre, fin octobre. Je sais pas trop si je peux en parler pour l'instant, mais c'est plutôt à destination des enfants. Mhm. Et après ça, justement, pour l'instant la voie est libre après ça, donc je sais pas, je vais attendre. J'ai reçu quelques mails pour des pistes potentielles, mais bon, pour l'instant, il n'y a rien de fixé, donc on verra. D'accord. Et est-ce que ça t'angoisse parfois de justement qu'il n'y ait pas des choses, comment dire, que ton planning soit pas déjà chargé là, par exemple, jusqu'en décembre, ou est-ce que Euh, finalement tu vis bien En général, si j'ai un assez gros projet, parce que, enfin, quand je dis gros projet, je remarque moi-même que j'ai utilisé plusieurs fois le mot gros projet, mais parce qu'il y a plutôt des choses petites qui sont faites, je sais pas, en 1 ou 2 semaines, voilà, des projets Ouais. assez courts. Et après, ce que j'appelle gros projet, c'est plutôt des choses qui durent plusieurs mois en général. Donc, quand je suis en train de travailler sur un de ces fameux gros projets, en général, ça va parce que je pense pas trop à l'après. Justement, je suis plutôt concentrée sur ce qui est en Mhm. cours, sur le travail en cours. Mais c'est vrai que des fois, quand je relève la tête et que je regarde un peu dans le futur, je me dis, ouh là là, mais j'ai encore rien. Et puis après, finalement, j'essaie de me calmer parce que je pense que plus le temps passe quand on travaille de manière indépendante en freelance, je pense que plus le temps passe, plus on s'habitue aussi aux vagues de beaucoup de travail, plus trop de travail, puis ça revient, ça repart. Donc j'imagine que plus le temps passe, plus on s'y fait et plus on apprend à être un peu plus serein, je pense. Enfin, je sais pas, j'en suis encore relativement au début quand même, mais j'ai l'impression que j'arrive à m'habituer un peu, plus ou moins, voilà, aux Ouais, assez. fluctuations. Ouais. Aux fluctuations, je sais pas. Et tu te vois faire ça tout le temps? Euh, Ça c'est une très bonne question que je me pose à moi-même parfois et je sais pas du tout. Idéalement, je pense que oui, j'aimerais bien. Après, parfois, justement, dans les périodes un peu plus creuses ou dans les périodes où il y a moins d'inspiration, je me dis, non, je pourrais pas faire ça toute ma vie. Ça va pas marcher. Au bout d'un moment, j'arriverai au bout, que ce soit moi-même vis-à-vis justement de l'inspiration et de ce que je peux faire, ou que ce soit peut-être que du côté des clients que ça se tarisse, qu'il y ait plus trop de contrats qui arrivent, etc. Et donc je sais pas trop, des fois j'y pense et j'essaye de trouver des plans B. Il y a pas mal d'autres métiers qui m'ont l'air très intéressants, mais je suis pas du tout formée pour les faire, donc donc je sais pas. Mais bon, je dois dire que de manière idéale, oui, j'aimerais bien faire ça le plus longtemps possible quand même. Donc Ouais. Je pense qu'effectivement, alors, en le formulant dans ma tête et en le disant dans quelques secondes, je me trouve hyper vieille de dire ça, mais comme tu es encore toute jeune, je me dis que forcément, oui, tu feras peut-être pas ça toute ta vie parce que tu sais, on a souvent maintenant, enfin, c'est plutôt dans l'air du temps, quoi, finalement, oui, d'avoir plusieurs carrières ou plusieurs métiers oui, tout et à qui fait. peuvent d'ailleurs être en parallèle hein, les uns des autres. Mais c'est oui, j'ai envie de dire, tu n'as que 25 ans, quoi. Donc finalement, certainement que tu feras ça pendant longtemps et puis qu'après, peut-être que tu rebondiras sur autre chose, mais qu'il y aura certainement toujours une fibre artistique qui, tu vois, a toujours cet aspect artistique finalement dans ce que tu vas faire. Tu vois, potentiellement, tu vas pas te reconvertir pour faire, je sais pas, de la boulangerie, quoi. Ou... C'est rigolo justement Ah parce si. que justement oui, il y a des fois je me dis ah mais si je pouvais plus faire d'illustration, je crois que j'aimerais bien faire de la pâtisserie. Ah bah, tu vois. Mais bon, je suis pas vraiment bonne en pâtisserie en fait, mais je sais pas pourquoi des fois je me dis ça. Donc c'est rigolo justement que t'en parles parce que Ah, tu vois, comme quoi. Bon, moi, je te disais non, ça n'arrivera pas, mais bon, ça se trouve, ça arrivera. qui sait, on verra. Bon, il y a certainement plein de choses qui s'apprennent, hein.
Oui, c'est vrai, oui. Ben, puis c'est ça qui est chouette d'ailleurs dans la vie, c'est d'apprendre Ouais, de nouvelles choses. C'est voilà, quand on est c'est arrivé clair. au bout d'une chose, on peut en apprendre une nouvelle. Si tant est qu'on arrive au bout de quoi que ce soit, j'en sais rien, mais Ouais, ouais, oui, oui, je sais pas non plus. Et alors, tu sais, on parle souvent du syndrome de l'imposteur. Ça fait partie aussi des questions des fois de temps en temps que je pose. Et surtout là, dans ton contexte, tu vois, où justement t'as pas fait d'école d'art, etc. Enfin souvent, on peut imaginer que des illustrateurs ou des artistes euh, peuvent un peu parfois douter. Est-ce que oui. toi, ça t'arrive? Oui. Ben, j'ai l'impression, par rapport aux gens que je suis sur Internet, que ça arrive justement assez régulièrement à pas mal de monde en fait. Ouais, Et ben oui, du coup, forcément, ça m'arrive aussi. Surtout quand c'est des choses que j'ai appris aussi plus récemment, c'est accentué. Par ouais. exemple, je parlais des motifs. Ça fait pas très longtemps que je fais des motifs. Et ben dernièrement, j'ai eu 2, 3 emails de gens qui me demandaient soit de créer des motifs pour eux, soit d'en utiliser que j'ai déjà fait, parce que j'en ai pas beaucoup, mais j'en ai un petit nombre qui sont déjà prêts à être utilisés. Et à chaque fois, je suis pas trop sûre de moi quand même, parce que comme c'est tout frais, j'ai l'impression de pas être assez professionnelle pour ça Ouais. et que je puisse faire des erreurs. Et bon, en fait, c'est un peu bête parce que je pense que je peux faire des erreurs aussi, même dans ce que je fais depuis plus longtemps. Tout le monde fait des erreurs parfois, donc. Mais euh, mais oui, c'est vrai que ça arrive de temps en temps, un peu comme à tout le monde, je pense. Et tu as quel rapport, ça c'est aussi un peu une de mes questions, parce que c'est toujours assez difficile ce sujet, mais par rapport à l'argent, pour fixer les prix de tes illustrations, et Ah puis tu vois, oui. par exemple, tu vois, sur des projets sur lesquels peut-être comme des motifs où tu maîtrises un petit peu moins pour l'instant, comment tu te sens par rapport à ça? Oui, ça c'est la grande question que je me pose aussi d'ailleurs. Ouais, C'est vraiment je pense que c'est l'aspect que je trouve le plus difficile du fait d'être indépendant, c'est de savoir fixer ses tarifs. Euh, une chose qui m'a beaucoup aidé en fait à avoir un peu moins peur de demander un tarif qui me semble juste, c'est quand j'ai lu quelque part, c'est pareil, je sais plus où, je suis désolée, j'ai oublié la source, mais j'ai lu quelque part que en fait quand on dévalue son travail et du coup quand on dévalue ses prix, on fait pas que du tort à soi-même, mais on fait du tort à tous les autres gens qui font la même profession parce que du coup c'est vrai. les gens qui sont en face vont s'habituer à ces prix-là et s'ils vont voir quelqu'un qui a des prix plus élevés mais qui du coup seront peut-être plus justes parce qu'ils permettront de vivre correctement, ben les gens vont peut-être dire bah non, il n'y a pas de raison que je paye ça alors que avec Coucou Illustration, j'ai payé Ouais, 2 fois ouais. moins, je sais pas. Ouais. Donc en fait c'est cette pensée-là aussi quand quand j'ai un peu peur que ce soit trop élevé, euh, je pense à ça et je me dis, bah non, en fait, c'est le prix qui m'a l'air juste pour pouvoir vivre. Et donc, je pense aussi aux autres illustrateurs et ça m'aide un peu. Je me sens moins seule. Je me dis, bon, allez, il faut le faire, c'est comme ça. Et puis, si la personne en face dit non, c'est pas grave. En plus, forcément, ça m'arrive régulièrement qu'il y ait des gens qui disent non, mais ils ne disent jamais, ils sont jamais scandalisés par le prix. Ils disent, ben non, je comprends totalement. C'est vrai que le travail mérite ce prix-là. C'est juste que c'est pas mon budget, etc. Donc donc en général, ça se passe bien, même quand il y a un refus, c'est comment dire, ça se passe de manière assez amicale et les gens en Ouais, face ne sont pas scandalisés, quoi. Donc, ouais, ouais. donc Et quand voilà. c'est comme ça, tu arrives à rebondir en proposant peut-être justement moins, pas moins d'argent, mais une prestation moindre pour Oui, justement rentrer dans le budget de ton client. oui, ben en fait ça dépend beaucoup des projets parce qu'il y a des projets qui sont déjà très très fixes, donc du coup il n'y a pas D'accord, beaucoup de possibilités de de manœuvre, faire. Ouais, mais voilà. Mais quand c'est des gens qui viennent vers moi et qui sont un peu moins sûrs de ce qu'ils veulent,
Parfois, on arrive effectivement à se mettre d'accord sur autre chose. Parfois pas, mais voilà, ça dépend un peu des projets. Mais oui, ça arrive parfois que du coup je demande parfois même le budget de la personne qui est en face et comme ça je peux m'adapter. Je peux dire ah bah pour cette somme-là, je peux vous faire ça. Donc il y aura pas ça d'inclus, mais il y aura ça. On peut faire comme ci comme ça. Et voilà. Parfois on arrive à se mettre d'accord sur quelque chose quand même. Ouais. Bon, bah c'est chouette. Et alors, tu t'as prévu, avec ton conjoint, vous avez prévu encore de rester longtemps en Italie? Alors donc en fait lui il est ici pour faire un doctorat, donc ça dure 4 ans normalement. D'accord. Donc après cette année scolaire il lui restera encore 2 ans, mais c'est probable que les 2 dernières années il y ait plus de voyages de recherche etc. Donc il sera moins à Florence. Et moi j'aime beaucoup Florence, je trouve que c'est une ville super belle et surtout maintenant qu'on a la vue sur les collines c'est super. Mais en fait je viens de Franche-Comté et du coup c'est une région très rurale en France. Et je me rends compte petit à petit que justement la nature me manque beaucoup et que j'aimerais bien dans le futur aller vivre dans un endroit plus rural justement, plutôt à la campagne. Donc je pense que éventuellement à la fin de cette année scolaire, comme l'année prochaine, ça sera plus difficile pour lui d'être ici parce qu'il va voyager beaucoup. Peut-être que je vais en profiter pour aller dans un endroit plus tranquille, on va dire, plus au milieu de la nature. Ouais. D'accord. Bon, alors celle-là, d'où vient ce petit accent? Parce que justement, j'avais parié sur l'Est. Moi, je suis bourguignonne, donc l'accent me parlait un petit peu. Ah, d'accord. Ok, bon, bah super. Alors, Cécile, pour conclure, de quoi tu es la plus fière dans ton parcours? Je dirais que c'est pas facile de trouver de quoi on est le plus fier, mais là comme ça, sans réfléchir trop, je dirais que c'est le fait que j'ai réussi finalement à devenir illustratrice, alors qu'au départ j'y croyais pas vraiment et que finalement j'ai pas eu vraiment de formation pour ça, donc j'ai réussi à le faire aussi un peu en tâtonnant. Et du coup, quand je pense à la moi-même qui avait 14-15 ans et qui se disait oh là là les illustrateurs ça doit être trop bien de passer toute la journée à dessiner mais moi je pourrais jamais le faire maintenant je suis contente j'aimerais bien retourner voir moi-même à 15 ans et me dire mais si tu verras on va le faire et ça sera super. Génial. Et alors, tu dis quoi, la Cécile dans 10 ans? Donc, quand tu auras 35 ans, est-ce qu'il y a un message que tu veux te dire à toi-même? Que la moi de maintenant dirait à la moi de 35 ans. Je sais pas, peut-être ne bois pas de thé quand tu vas prendre le train parce que ça va poser des problèmes logistiques s'il n'y a pas de toilette dans le train. Non, je sais pas. Non, je sais pas, mais non, je pense que de toute façon, dans 35 ans, j'aurais appris plus de choses, donc peut-être que je serais un peu plus sage, entre guillemets, ou en tout cas plus expérimentée. Donc, je sais pas si la moi de maintenant aura beaucoup de choses à apprendre à la moi de 35 ans, je sais pas. Ok, bon bah super. Alors maintenant, Cécile, on s'est fixé un petit challenge toutes les deux. Donc peut-être que les auditrices qui ont écouté jusqu'à présent auront envie de nous entendre parler anglais, mais voilà, on s'est dit, vu que tu as une communauté assez anglophone et que donc tes publications Insta sont en anglais, donc on s'est fixé ce petit challenge en se disant qu'on allait continuer en anglais. Oui, tout à fait. J'ai un peu peur, mais... Moi aussi, mais écoute, on va se lancer. Alors, du coup, je sais pas trop si on va faire la suite vraiment ou on va peut-être refaire un peu une partie de présentation. Mais en tout cas, voilà, on invite les auditrices de la version française à nous écouter en anglais, ne serait-ce que pour se moquer de nous, quoi. Enfin, c'est ce que j'allais dire pour une partie de rigolade. Bon, en tout cas, merci Cécile. Et puis, voilà, si the part 2 elle va commencer. Me revoici. La douceur de l'univers de Cécile se retrouve complètement dans sa personnalité, je trouve, et c'est un plaisir de l'écouter. Pour la suite de l'épisode, ça sera donc en anglais, et on n'a pas vraiment fait une redite de l'épisode en français, donc ça vous intéressera sûrement.
N'hésitez pas à aller faire un petit coucou à Cécile sur Instagram ou sur son site coucou-illustration.com. Votre soutien est très important pour les entrepreneuses créatives que vous écoutez dans le podcast et pour moi. Vous le savez, je consacre une très grosse partie de mon temps libre au podcast, donc vos retours et votre soutien sur Tipeee sont très précieux. D'ailleurs, pour en savoir plus sur Tipeee, j'ai fait un épisode spécial de 5 minutes qui vous explique tout. Comme d'habitude, si vous écoutez sur Apple Podcast ou sur YouTube, laissez-moi un commentaire et une note, ça me boostera énormément. À très vite pour un prochain épisode. Et vous savez, on s'approche gentiment du 40e épisode et je vous réserve une grosse surprise à l'occasion du premier anniversaire du podcast qu'on vient de fêter. À très vite!